faudra aller faire un tour au réfectoire qui est non climatisé, non insonorisé. Alors en période de chaleur, c'est intenable de rester dedans, d'aller manger. Et pour les gars qui font les 3-8, quand même c'est pas une modernisation, quoi. Ça laisse à désirer. Dans un petit village du Nord, une sucrerie de 1200 ouvriers. Ici règne, depuis un siècle et demi, la même dynastie patronale. Mais, devant l'ouverture des frontières, l'entreprise se transforme. Elle fusionne avec ses concurrentes, elle prend la dimension européenne. Au même moment, l'usine du 19e siècle change d'apparence. Un spécialiste de l'esthétique industrielle arrive de Paris, il habille les vieilles façades, il réaménage certains ateliers. Pourquoi ? Avons-nous demandé au directeur. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Avons-nous demandé aux ouvriers. Je peux vous dire que depuis 3 ans, on a investi dans cette usine plus de 40 millions de nouveaux francs. C'est très beau, c'est vrai, c'est agréable d'y travailler. Bon, est-ce que vous avez déjà visité le Langen ? Vous avez vu un peu comment ça se passe là-bas ? N'importe quelle personne qui va rentrer là-dedans, il fait 1 mètre, il se sauve en courant. Je vous dis que ça, et nous on devait travailler des journées de long là-dedans. Vous arrivez devant l'usine, vous êtes épaté parce qu'on possède maintenant actuellement une très belle entrée, un revêtement en alu. Mais si le gars, avec une clé, qui enlevait ces fameuses tôles en alu, il verrait qu'en dessous, il n'y a rien de changé, c'est écœurant. Vous savez, c'est nu, c'est sale. C'est-à-dire qu'on a modernisé pour le rendement. On n'a pas essayé de rechercher une promotion pour le jeune qui sort de l'école, par exemple. On a modernisé on a amélioré le rendement, la production, tout ça, mais toujours dans le même intérêt. C'est au bout de l'année que le patron, son bilan, il augmente encore une fois. Je sais pas, mais vous travaillez dans ce coin ici, c'est plein de poils d'araignée. On croirait être ici dans une prison. C'est dégueulasse. Regardez les murs, ils sont noirs. L'ambiance joue sur le moral, ça nous fait un écœurement. Vous voyez, dès qu'on rentre ici, par exemple l'été, vous montrez ici, vous êtes étouffé. Les aérations, il n'y a rien du tout comme aération. Bon, comme lavabo, qu'est-ce que vous avez ? Un grand bac de 2 mètres cubes. Bon, c'est honteux quand même. On a au moins 50 mètres à faire pour aller au urinoir. Alors s'il fait froid, vous êtes en sueur, vous sortez dehors, vous attrapez la misère. Mais on transforme beaucoup les ateliers qui produisent, qui rapportent au patron. Pour lui, à la fin de la journée, lui, il ne voit pas, il voit que son sucre. Il voit ces 800 tonnes de sucre qui sort à la fin de la journée. Mais il ne se rend pas compte que ces 800 tonnes de sucre sont sorties grâce peut-être au petit travail d'un copain qui était dépanné une machine. Nous, on sait réparer les pompes, on sait tourner, on sait fraiser, on sait ajuster, vu qu'on est ajusteur. Et le salaire n'est pas supérieur pour cela, au contraire. Moi, je gagne 900 francs par là, oui. Actuellement. Oui. Et en période de campagne ? Un peu plus élevé parce qu'il y a toujours ces fameuses heures supplémentaires. Ça fait à peu près 120. 120 000 francs par mois ancien. Pour combien d'heures de travail par semaine ? C'est un chiffre assez élevé. Il faut compter 60 heures par semaine. C'est-à-dire qu'il faudrait, pour bien faire ici, nous débarrasser du complexe de la hantise du travail. Ne pas vivre, pas en permanence, mais chaque année, à la fin de fabrication, il se représente toujours le même problème, compression de personnel. Alors, c'est pas une vie que chaque année, au mois de janvier, le problème se représente, on se dit, est-ce que je vais garder mon travail ou je vais devoir partir en production, et puis qui entraînera beaucoup de complications pour la situation familiale, économique et pas mal de choses. La participation des travailleurs est de plus en plus importante dans la marche de l'entreprise. Ils sont de plus en plus renseignés sur ce que nous faisons, sur ce que nous rendons compte de plus en plus de ce que nous faisons au comité d'établissement, aux délégués du personnel. Ils interviennent, les syndicats interviennent de plus en plus dans la marche de l'entreprise. Les jeunes qui ont le CAP, ils partent parce qu'ils n'ont pas de débouchés. Mais non, ils n'ont pas de débouchés parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir ici. Ils font toujours la même chose, ça n'a aucun rapport avec leur CAP. D'abord, ce qu'ils font ici, on apprend dans nulle école. C'est la débrouillardise, quoi. Et bien souvent, on est obligé à
faire des trucs qui sont contraires à la logique, mais que c'est des points de vue de vieux. C'est tout, ils ne veulent pas se moderniser. Pourtant, ils se sont bien modernisés dans cette... Ah oui, là-bas, mais pas par ici. Ici, on a la fameuse réputation de ne jamais licencier, mais c'est hypocrite parce qu'on vous déplace. Déclasser, ça veut bien dire, par exemple, partir de l'entretien, aller à la chaîne, par exemple. Oui, d'accord, c'est exactement ça. Mais déclasser, ça veut dire aussi, c'est de passer d'une spécialité À une autre. à quelque chose de moins. Pratiquement, oui. Le gars qualifié se dit, tiens, ça me fait un coup parce que j'étais à l'école et voilà qu'on me classe dans un truc à compter des morceaux de sucre. Prenez un gars qui exerce pendant 10 ans dans un corps de métier quelconque, hein, et puis que... Parce qu'ici, il n'y a pas de... On ne vous prévient pas, hein. Si vous êtes cardiaque, vous en mourrez, hein. Alors, comme ça, de but en blanc, on vous dit, demain, tu prends... On dit ça, tu prends un poste dans telle partie de l'usine, quoi. Alors, sur le plan moral, le gars, il accuse le coup, hein, et puis il n'a pas à choisir. Personne ne râle parce que c'est la hantise, c'est la peur, vous savez. Les gens ont peur de Monsieur B. Monsieur B dirait demain, on ferme mon établissement. Les 3/4 des personnes seraient sans boulot parce que beaucoup de personnes ici sont formées dans l'usine, donc vous savez, ils n'ont jamais vu autour d'eux, ils ne sont jamais sortis de leur trou. Alors ils s'imaginent que B, c'est le monde. FESA, afin que nul n'en ignore, c'est une raffinerie, c'est-à-dire une gigantesque distillerie à pétrole. Une des plus modernes d'Europe, pour dire des spécialistes. Une des plus célèbres aussi, depuis la catastrophe de 1966. Pour son directeur, M. Bach, toutefois, c'est avant tout une appréciable source d'avantages. Eh bien, les avantages sont doubles. Ils sont d'une part des améliorations des conditions économiques, l'abaissement de prix de certains produits, et d'autre part, et je crois que c'est le plus important, c'est du travail, c'est de l'emploi. À FESA même, ils ne sont guère qu'une trentaine à bénéficier de ces emplois qui exigent, il est vrai, une certaine qualification. Mais par contre, aucun n'échappe aux inconvénients de ce voisinage. Oui, alors les inconvénients, c'est ce que l'on appelle les nuisances. Les industries modernes sont salissantes. Elles polluent l'air, elles polluent l'eau, elles font du bruit, elles font de la lumière avec leurs torches, et tout ça, évidemment, comporte des inconvénients pour la santé de la population, voire pour ses nerfs, dans le cas du bruit et dans le cas de la lumière. Alors là, évidemment, le devoir des industriels, c'est d'abord d'obtenir l'autorisation de s'installer et deuxièmement, de faire tout ce qui est dans son pouvoir en tant comme de l'art, en tant que technicien, pour diminuer au maximum ces nuisances. À votre avis, qu'est-ce que la modernisation apporte à des employés comme les vôtres? Eh bien, j'espère que ça leur apporte beaucoup de choses, puisqu'ils sont nombreux à vouloir venir chez nous. Je n'ai pas moi-même d'expérience personnelle du travail dans une industrie de type différent de la nôtre. Par conséquent, je peux certainement vous faire une réponse moins précise que ceux de mon personnel qui ont parlé avec vous et qui peuvent avoir l'expérience d'autres industries. Travailler à la raffinerie de FESA, c'est d'abord s'exposer chaque jour, plus que tout autre, à ces nuisances, à ces dangers. Mais c'est aussi disposer d'un outil complexe et qui finit peut-être par être beau comme tous les outils bien adaptés à leur fonction. Au cœur de cette étrange végétation de métal, tout, distillation, circulation des produits, stockage, se déroule automatiquement, comme en secret. Pourtant, la moindre de ces opérations est immédiatement inscrite sur un cadran, sur un graphique, dans ces salles de contrôle peuplées d'un nouveau type d'hommes, ces ouvriers sans outils que l'on appelle ici les opérateurs. Avec leurs aides opérateurs, ces ouvriers très qualifiés, relativement bien payés, constituent à peine la moitié des 750 employés de la raffinerie. D'autres assurent les tâches administratives, l'expédition des produits. Opérateurs et aides opérateurs, ce sont peut-être les ouvriers de l'avenir. Ce ne sont pas, en tout cas, les ouvriers tout à fait comme les autres. Enfin, je sais qu'ici, quand même, un gars qui veut travailler ici, il faut qu'il soit quand même
assez ouvert, quoi, parce qu'on ne lui demandera pas de faire des exploits intellectuels, mais il faudra quand même qu'il sache s'expliquer sur ce qu'il fait et savoir ce qu'il fait. Bon, intellectuel, c'est peut-être le gros mot, mais c'est plus divertissant, je trouve. C'est moins monotone, je pense que c'est moins monotone. Moins routinier, disons. Le travail est nettement plus varié. Eh bien ici on se rend mieux compte du travail qu'on fait, on a vraiment l'impression de faire quelque chose. Enfin, on travaille avec sa tête, mais sans plus, quoi. Daniel. Ouais. C'est pas ça? Tu voudrais vérifier le niveau, s'il te plaît? Bon, le B603? Ouais. Bon, je vais de suite. À chaque pas, ces hommes se distinguent un peu plus des ouvriers traditionnels, rivés à leur machine, asservis à la chaîne. Non seulement ils interviennent avec une certaine liberté, mais surtout ils parlent entre eux. Ils doivent parler entre eux. Oh Daniel. Mais bon, j'ai purgé un peu le B603. Attends, je vois. Ouais, ça peut aller, hein. Mais tu augmentes un peu la purge encore. Ok, j'y vais. Et Daniel, vous travaillez dans une des entreprises les plus modernes qui soient en France, en tout cas. Est-ce que vous en rendez bien compte? Moderne, oui, moderne. Pour son matériel, tout fonctionne automatiquement. Tout fonctionne automatiquement, mais est-ce qu'il faut comprendre moderne pour son personnel qui travaille aussi? Vous trouvez qu'elle est moderne pour son exploitation et pas pour son personnel? Pour son exploitation, je trouve qu'elle est moderne, ça va, mais pour son personnel, je ne crois pas qu'elle est si moderne que ça, quand même. Par exemple? Enfin, à mon point de vue, quoi. Je vous dis, par exemple, je vous prends un cas qui se produit fréquemment tous les ans, en période de congé. Un gars qui fasse 12 heures pour permettre à son camarade de partir en congé, est-ce que vous appelez ça une usine moderne? C'est-à-dire qu'on fait faire des heures supplémentaires pour remplacer les gens qui sont en congé? Oui, ça se voit très nettement qu'il y a un très gros effort à faire sur le manque de personnel, quand même. Parce qu'il n'y a pas que pour les congés, quelqu'un est malade, il faut se battre pour le remplacer, tout ça. Alors, je sais pas, moi, la modernisation, d'accord pour son exploitation, mais pour le personnel, je crois pas tout à fait, quand même. Je suis pas convaincu. Moi, je vous prends le cas, vous regardez la salle de contrôle ultra moderne, tout, mais il faudra aller faire un tour. Il faudra aller faire un tour au réfectoire qui est non climatisé, non insonorisé. Alors en période de chaleur, c'est intenable de rester dedans, d'aller manger. Et pour les gars qui font les 3-8, quand même c'est pas une modernisation, quoi. Ça laisse à désirer. Et aussi je vous prends le cas de la cantine pour les gens qui travaillent en du 8 et les gens la journée qui vont manger là-bas. Les gens sont des fois obligés d'attendre 1 heure avant de pouvoir s'installer à une table. Où est la modernisation là-dedans? Oui, le modernisme n'est pas la caractéristique essentielle de ces baraquements préfabriqués, loués par Algeco, et qui tiennent lieu de cantine à la raffinerie la plus moderne d'Europe. C'est une cantine provisoire, dit-on aux travailleurs, depuis 6 ans. Il est exact qu'il y a une cantine qui n'est pas très belle. Maintenant, il est exact aussi qu'une entreprise comme la nôtre, qui travaille avec des fonds d'État, est obligée de suivre une certaine politique d'austérité. Et cette politique d'austérité, elle entraîne qu'on supprime tout ce qui est un petit peu luxueux. Et quand vous demandez une modification sur une unité, est-ce qu'on met du temps à... Oh, ça vient très rapidement, que voulez-vous, ça c'est de la production. Alors, automatiquement, on renouvelle, s'il y a une vente qui ne va pas, on la change, tout ça. Mais pour le personnel, quand même, il faut faire un effort. Pourtant, la politique d'austérité n'a pas empêché la direction de faire de nombreux efforts. Mais ce ne sont peut-être pas ces efforts-là que les ouvriers appellent de leur vœu. Pourtant, la politique d'austérité n'a pas empêché non plus la société de faire 2 milliards de nouveaux francs d'investissement en 1969, construisant ici même une nouvelle unité. Sur ce chantier, il n'est pas encore question de cadran, d'automation, de contrôle à distance, pas plus que d'un nouveau type d'homme. Au contraire.
Seul point commun à tous ces ouvriers, ils viennent de l'extérieur. Ces ouvriers aussi viennent de l'extérieur. Ce sont les manœuvres de cette usine sans manœuvre. Loués à la raffinerie par des sociétés sous-traitantes, ce sont eux qui installent, entretiennent, nettoient. Ce sont eux qui réparent les avaries du modernisme. Évidemment, on n'est pas considérés comme les gars de la raffinerie. Il y a même de grosses différences. Et on nous emploie vraiment pour faire d'abord le sale boulot, pour la plupart du temps. Et d'autre part, avec des conditions de travail un peu particulières. C'est-à-dire que lorsque nous commençons un travail, s'il est de longue durée, il faut le terminer, même s'il faut aller faire 20 ou 24 heures continuellement, sans temps de repos pendant ce temps-là. Vos patrons sont les clients, donc les obligés un peu de la raffinerie. Oui, et puis pour nos patrons, le client est roi, c'est-à-dire qu'il a le droit de demander tout ce qu'il veut et nous on doit le satisfaire par tous les moyens. Ouais. C'est quand même une des conditions essentielles qui conditionne le travail de nos travailleurs. Pour nous, la sécurité de l'emploi, elle est vraiment minime. Un exemple, l'an dernier, en 69, la raffinerie n'a pas fait travailler les entreprises extérieures, du moins la nôtre, pratiquement toutes, pendant 7 à 8 mois. Pour nous, ça s'est traduit par un licenciement de 23 gras au mois de janvier 69. Par conséquent, la sécurité de l'emploi n'existe pas totalement pour nous et de loin. Ils emploient beaucoup d'immigrés, les employeurs extérieurs. Alors certaines entreprises en emploient pas mal. Disons que même sur l'ensemble des entreprises, il y en a quand même beaucoup. Des Espagnols, des Portugais, des Algériens aussi, surtout dans les entreprises de bâtiment. Et Italiens, enfin tous les travailleurs immigrés qui retournent en France. Ils sont nombreux à vivre ainsi, comme si la misère qu'ils avaient voulu fuir en quittant leur pays les avait poursuivis jusqu'ici. La nuit tombe sur Feyzin et sur ses bidonvilles, mais à quelques centaines de mètres, la raffinerie tourne toujours. Elle ne cesse de produire 24 heures sur 24. Toutes les 8 heures, une nouvelle équipe d'opérateurs prend la relève. Une semaine à 6 heures du matin, une semaine à 2 heures de l'après-midi, une semaine à 10 heures du soir. Fatigue physique et nerveuse, problèmes familiaux, les compensations de salaire ne suffisent pas toujours à dissiper ces difficultés bien traditionnelles qu'une augmentation des effectifs pourrait peut-être atténuer. Aussi, à l'automne dernier, les ouvriers ont-ils fait grève. Les formes de travail peuvent changer, la mentalité ouvrière peut être aussi, l'esprit revendicatif demeure. Oh oui. Oui, la revendication, pour le moment, nous, disons que la revendication est légèrement en sommeil actuellement, mais enfin, si quelque chose ne va pas, on peut toujours faire comme partout ailleurs, prendre l'exemple de la SNCF par exemple, et puis nous aussi taper du poing sur la table si c'est nécessaire. Ça arrive, ce soit nécessaire? C'est arrivé, oui. C'est arrivé, oui, mais disons que c'était des coups de poing modérés. Et ça tient à la forme de travail qu'on fait ici, vous voyez, la modération? Non, je ne pense pas. Je pense plutôt que ça serait à la jeunesse de l'entreprise plutôt. Je pense que si les opérateurs étaient beaucoup plus âgés, s'il y avait peut-être un peu moins d'avancement rapide, je crois que l'action syndicale serait peut-être plus violente. Feyzin, est-ce vraiment l'an 2000? Rien ne le prouve. L'usine sans ouvriers, l'usine où l'ordinateur remplace l'homme, cela ne concerne encore en tout cas, même aux États-Unis, qu'une frange infime du monde industriel. C'est pourquoi nous avons voulu revenir en 1970 dans une industrie traditionnelle, une industrie à main-d'œuvre nombreuse et peu qualifiée, la métallurgie. Nous avons cherché une usine métallurgique ultramoderne, une belle usine. Nous l'avons trouvée, c'était en Belgique.